Ça dépend du poste dont ils vont hériter. Cela s'appelle donc du clientélisme et de l'affairisme politique. Il faut retenir les noms. C'est pas parce que c'est le Bénin. C'est pas parce que c'est mon pays que je vais être complaisant. Bien. Ça veut dire que vous allez vous poser la question, mais quelle est donc la source de divergence entre eux? Si ce n'est pas idéologique, c'est quoi alors? Voici la réponse. La confrontation annoncée entre le banquier franco-béninois Lionel Zissou et l'homme d'affaires également franco-béninois. Sauf que Talon, lui, il avait quand même fait son passeport avant. Patrice Talon ne repose sur aucune divergence programmatique ou idéologique. Les deux concurrents étant tous acquis de leur propre aveu aux recettes les plus orthodoxes du néolibéralisme. D'accord? Le seul vrai clivage oppose d'une part tous ceux qui, dans le sillage de Lionel Zissou, sont suspectés de vouloir ériger un rempart juridique susceptible de protéger M. Thomas Yaïboni et les siens après son départ effectif du pouvoir. Et d'autre part, tous ceux qui, à la suite de M. Patrice Talon, sont accusés de vouloir mettre fin à l'impunité. L'impunité en matière de crimes économiques, imputable selon eux au président sortant et à son clan. Donc, comme vous le voyez, tout se passe comme si la posture adoptée dans le microcosme politique béninois est dictée tantôt par la défense des intérêts privés de ces clans ou clans, si vous voulez, tantôt par la volonté d'en découdre en soldant des vieux comptes et des vieilles rancœurs. Voilà, c'est ça l'idée. Voilà l'enjeu des élections. Bien. Donc, d'autres plus outranciers, je cite Madame Rosine Soglo, ancienne première dame du Bénin, mettent directement en cause le yovo. Yovo, dans ma langue, ça dit le blanc. Le yovo, arrogant et suffisant. Allusion à peine voilée à la condition de métis de Lionel Zissou. C'est un yovo. C'est pas un yovo qui va venir débarquer pour nous dire qu'on va être gouverné quand même. Madame Rosine Soglo, qui est la dame de fer. Mais à force d'être aussi trop de fer, on finit par éclabousser tout. Hein, c'est un peu terrible. Bon, moi, votre serviteur, je me propose, par-delà les réactions émotionnelles et les attaques ad hominem, hein, je me propose, qui sont colportés, selon moi, par les médias satiriques en quête de sensation. Je veux permettre à chacun ici dans cette salle de comprendre comment Lionel Zissou a pu émerger soudain et aspirer à un leadership au Bénin. Parce que chaque fois, les Béninois disent que tous leurs problèmes viennent des autres. D'accord? Mais il n'y a jamais une introspection collective pour voir pourquoi nous sommes vulnérables. Et c'est par là qu'il faut commencer le diagnostic du problème du mal béninois. Quoi qu'il en soit, moi je dis que les causes endogènes, c'est ça qui me fait, de ce que j'appelle le mal béninois, s'expliquent par les phénomènes suivants que je vais développer. D'abord, la quête obsessionnelle et anxiogène par les élites politiques et intellectuelles du Bénin, ex-Dahomey, ancien Dahomey. Depuis l'octroi par le général de Gaulle, le 1er août 1960, de l'indépendance formelle à ce territoire, eh bien,
Nous cherchons le Messie omniscient et l'homme providentiel qui ne peut venir que de ceux qui ont étudié chez les Français. Hein? On a une... Et ça dit non seulement, il y a une quête obsessionnelle d'un Messie providentiel. Mais il ne peut venir que de l'école française qui est au-dessus de tout. S'il vient de l'école des Chinois, ça c'est pas bon pour le Bénin. Parce que c'est quand même le quartier latin. On ne va pas prendre quelqu'un qui a étudié à Pékin. Tu vois, non? Parce qu'on est quand même les héritiers de la France, nous. Hein? Bien. Donc, depuis que le président Hubert Lagat a hérité de cette indépendance formelle, le 1er août 1960, en passant par tous ceux qui lui ont succédé, jusqu'au général Mathieu Kérékou qui est décédé, et qui a été qualifié de père de la démocratie béninoise. Par qui? Qui a dit que Kérékou est le père de la démocratie béninoise? Eh bien justement, Lionel Jospin, Yahi Boni, Talon, tous. Et donc j'ai dit que c'est un qualificatif flatteur. Tu vois, je ne voulais pas être méchant. Je reviendrai là-dessus. La deuxième chose que je note, c'est ce refus de faire un bilan critique et sans complaisance de tous les régimes, sans exception, qui ont eu en charge la gestion du pays. La troisième chose que je note, c'est la persistance d'une pratique régionaliste et tribaliste. Et que cette pratique-là fait qu'il y a une prolifération inquiétante d'ethnopartis. Retenez ce terme. Ethnopartis. Actuellement, 182 ethnopartis. D'accord? Sans programme politique consistant et sans projet de société viable. Mais qui ont une raison d'être. C'est pomper les subventions publiques, fonctionner les recettes des entreprises privées et des entreprises d'État, s'ils sont aux affaires. D'accord? Et multiplier les combinaisons électoralistes improbables pour mieux accéder à la rente, que je qualifie de mafieuse. Voilà. Ensuite, la tendance chimérique, illusoire, à coopter systématiquement à la tête de l'État les technocrates gestionnaires, parés de toutes les vertus de la création et dont la seule appartenance au milieu de la haute finance internationale ou des institutions dites de Bretton Woods, c'est quoi? C'est le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Eh bien, ça tient lieu pour tous les analystes politiques au Bénin de brevets de compétences. Il suffit qu'on dise qu'il est sorti de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, ou qu'il est issu de la haute finance. Si on dit ça, ça suffit, il est compétent. On peut y aller. D'accord? Bien. Et puis, ces gestionnaires froids, à la fibre patriotique inexistante selon moi, prétendent que le Bénin, c'est quoi? C'est une terre d'opportunité. Hein? Vous vous rendez compte? Ça, c'est Lionel Jospin qui dit ça. C'est un créneau porteur, le Bénin. Ça, c'est Talon. Créneau porteur. Ton pays est un créneau porteur. Mais ça dépend pour qui tu portes ça, le créneau. Et il y a un autre qui a dit que le Bénin, c'est le terroir de notre moisson. La moisson. Vous savez comment moisson, non? Ça, c'est Koupaki, qui aussi veut être président. Comprenez? Bien. Aucun n'a dit c'est ma maison. Au sens où les gens qui étaient dans l'ancien empire d'Ile-Ife Yoruba disaient la maison bien-aimée, c'est ça que ça veut dire Ile-Ife Yoruba. Ou les gens de Shona disaient la maison des pierres, c'est ça que ça veut dire Zimbabwe. En Shona.
Mais ils n'ont pas de lien fusionnel avec le pays. Parce qu'ils appartiennent à des réseaux mondialistes qui utilisent le patriotisme uniquement pour rallier les dindons de la farce démocratique. Et puis, autre chose, et c'est le point de crispation de ce que je vais dire, c'est que pour toutes ces raisons que je viens d'analyser, on peut comprendre pourquoi Lionel Bissou a le profil. D'après moi, il y a 3 raisons. Le premier, c'est qu'il n'est pas impliqué dans la vie politique locale. Donc, il ne peut pas être danger pour eux. Il ne connaît pas leur dossier, il ne connaît pas leur magouille. C'est, disons, quelqu'un qui a été parachuté et qui, donc, ne peut pas se mêler de leurs problèmes internes. Parce qu'il ne vous aura pas échappé que tous ces gens qui veulent gérer le Bénin ensemble sont des ennemis farouches les uns des autres. Excusez-moi, est-ce que je peux avoir une lunette? Il y en a pas, il y a quoi alors? Parce que c'est... Ok, très bien. D'accord. Alors, donc, pour aller à l'essentiel, la deuxième raison, c'est qu'il est le produit intellectuel et économique le plus brillant de l'école française. C'est la deuxième raison, ce qui renvoie au quartier latin. Et la dernière raison, et ça c'est très important, c'est qu'il a des grands protecteurs. Rothschild, parce qu'il a travaillé dans la banque Rothschild. Et il en est sorti comme un des meilleurs. Oui, un de ceux qui ont permis à la banque Rothschild de faire le plus grand profit. Et notamment en Afrique. Il a travaillé dans Danone avec Franck Ribou. Et il en est sorti comme un des meilleurs encore. Il a travaillé dans un fonds d'investissement français, Partners. Et il en est sorti comme un des meilleurs. J'insiste sur le mot meilleur. Et puis il a été choisi par François Hollande, qui avait dit dans un des points de sa campagne qu'il voulait en finir avec la France-Afrique, n'est-ce pas? Il a été choisi comme le gérant de réseau qui va permettre aux entreprises françaises de reconquérir tous les marchés africains. Et ça s'appelle Africa France. Et là aussi, il a fait du bon travail. Il a tellement bien travaillé qu'au lieu de dire qu'il démissionne, puisqu'il est maintenant candidat au Bénin, on dit qu'il gère avec le PDG de Orange, Richard, la structure. Parce que Hollande a dit il ne faut pas qu'il démissionne. Hollande dit il ne faut pas qu'il démissionne. Pourquoi? Parce que pour Hollande, c'est un Français qui a bien travaillé. Donc il n'y a pas de raison de s'en défaire. En fait, on dit co-gestion de Africa France, mais la réalité, c'est que c'est lui qui dirige Africa France, tout en étant notre Premier ministre et le candidat à la présidence. Mais la chose la plus sérieuse, c'est que son parcours universitaire se passe de commentaires. Il est sorti de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, pas l'école des roturiers qu'on appelle Fontenay-Saint-Cloud, la rue d'Ulm. Il est sorti de HEC, de Polytechnique. Et non seulement il est sorti de Polytechnique, mais il a enseigné à Polytechnique. Et ceux qui l'ont formé, son professeur qui l'avait formé à Polytechnique, a dit que jusqu'à présent, c'est le seul étudiant qu'il continue à fréquenter. Parce que s'il y a quelqu'un d'origine africaine
qui a montré que la colonisation française a été une réussite, c'est Lionel Zinsou. Ce n'est pas moi qui dis. Bien. Et il a été co-rédacteur d'un document qu'on appelle le rapport Védrine, du nom de l'ancien ministre des Affaires étrangères du pouvoir socialiste au moment de la cohabitation. Et ce rapport Védrine, qu'on appelle en fait dans les cercles autorisés le rapport Védrine-Zissou, c'est un rapport qui dit que dans 10 ans, il faut que la France ait chassé du précaré français toutes les entreprises chinoises, indiennes, même si ces entreprises sont moins budgétivores que les entreprises françaises, et qu'on fasse une situation de monopole et de rente pour les entreprises françaises. Je reviendrai sur quelles entreprises, n'est-ce pas, au cours de mon exposé. Il ressort donc de ce que j'ai dit que, il y a un monsieur français, politicien, dirigeant du centre, qui avait dit qu'il était malade en France. Jean-Louis Borloo, pour ne pas le citer, et qui a ressuscité depuis en Afrique. Il se porte très bien. Et il est en charge d'un projet d'électrification de toute l'Afrique. Mais en fait, c'est un projet de EDF-GDF. D'accord? Qui veut donner le pied à 2 autres projets. Le premier, c'est le projet du Zimbabwe et de l'Afrique du Sud. Non, de la RDC et de l'Afrique du Sud. Pour faire du grand barrage d'Inga. Le barrage qui va électrifier toute l'Afrique. C'est le projet de l'Union africaine. Le deuxième, c'est le projet d'un Sénégalais qui est devenu un grand musicien multimillionnaire qui s'appelle Akon et qui veut électrifier toute l'Afrique à partir de l'énergie solaire. Donc c'est pour précipiter ces 2 projets que Lionel Zinsou a dit que le Bénin veut le projet de Borloo, qui n'a pas compté. Le deuxième point qui est important, c'est que Lionel Zinsou a dit que après avoir géré 18 ports africains autonomes en situation de monopole, Bolloré mérite maintenant de prendre les chemins de fer et de les gérer pour son compte. Donc ils sont partis signer. C'est Lionel Zinsou qui a posé sa signature pour que Bolloré puisse avoir le monopole du chemin de fer béninois. Attention, le chemin de fer béninois dépasse maintenant le Niger. Et c'est un chemin de fer qui va faire tout le tour de l'Ouest africain pour le seul Bolloré. Ensuite, il y a un projet qu'on appelle les villas sociaux, ou les villas sociétales. Et on veut faire 2000 villas au Bénin pour la classe moyenne. Lionel Zinsou a dit que le meilleur qui peut faire ça s'appelle Bouygues. Est-ce que vous avez compris? Ensuite, il y a un autre projet qui lui alors est un projet phare. C'est que on a constaté que le marché de l'informel économiquement était la seule manière pour les classes paupérisées africaines de survivre. Donc il a décidé que tous les secteurs qui étaient dans l'économie informelle, à commencer par les taxis, motos, Zemidjan et tout ça, doivent être privatisés pour une entreprise française. Le compte d'une entreprise française. Et donc une entreprise française va donc identifier tous ceux qui ont des taxis motos. En fait, c'est des anciens chômeurs, des gens qui ont subi ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel, du temps de Kérékou, et qui n'ont plus de travail, alors qu'ils ont souvent des diplômes de 3e cycle. Ce sont ces gens qui viendraient, oui. Alors, donc moi, je vais prendre finalement un pavé et de garniture frite. Non, peu importe. Un steak, une brochette dans Voilà, si vous avez brochette ou entrecôte, c'est bon. Non, brochette. Il ne reste plus que ça. D'accord. La cuisson Bien cuit. Bien cuit. Avec frites, ça va? Oui, garniture. Donc,
pour me résumer, il n'y a pas une seule entreprise gérée par des Africains qui bénéficie du soutien du Premier ministre. C'est quand même paradoxal. Il n'y a pas une entreprise. Et c'est pas qu'il n'y a pas d'entreprise. C'est qu'on empêche ces entreprises de faire des appels d'offres. Par exemple, il y a une entreprise d'un milliardaire qui dirige ce qu'on appelle l'association des entrepreneurs panafricains. Il est du Nigeria, Aliko Dangote. Donc, il est dans tout ce qui concerne le ciment, le bâtiment, et il voulait le projet de Bouygues. Il n'a même pas pu faire l'appel d'offres, parce que c'est une situation de monopole. C'est comme si une entreprise française, le gouvernement français empêche une entreprise française de prendre un marché juteux. Mais les recettes fiscales de cette entreprise permettent à l'État français d'avoir des dividendes. Mais chez nous, c'est le contraire. Alors, cette attitude, en France, ça s'appelle le patriotisme économique. D'accord? Arnaud de Montebourg a dit qu'il faut produire français. Mais c'est le contraire qu'on veut pour l'Afrique. Est-ce que vous voyez? Je n'ai pas voulu aller dans les détails. Parce que vous-même, ce genre d'exposé, c'est pour que vous fassiez vos propres recherches. Hein? Fassiez vos propres recherches. C'est-à-dire, le but de l'exposé, c'est de donner des informations qui vous permettent de produire votre savoir. Voilà. Bien. Par contre, il faut que les informations soient étayées et vérifiées. Il ne faut pas raconter des choses. Et vérifier. Donc, autre point très important. Vous savez bien qu'il y a une diaspora africaine mondiale qu'on appelle la 6e région. La première région, c'est l'Afrique australe. La deuxième région, c'est l'Afrique centrale. La troisième région, c'est l'Afrique occidentale. La quatrième région, c'est l'Afrique orientale. La 5e région, c'est l'Afrique du Nord et le Maghreb. La 6e région, c'est tous les Noirs afro-descendants qui vivent en Amérique, dans la Caraïbe. Ces Noirs sont aujourd'hui des acteurs économiques de premier plan qui souhaitent réinvestir sur leur continent d'origine. D'accord? Eh bien, l'Union africaine avait proposé que ceux d'entre eux qui le souhaitent puissent acquérir des terres sur leur continent d'origine. Certains font même ce qu'on appelle des tests génétiques à Atlanta, ce qui leur permet d'identifier le territoire et les pays d'où ils sont originaires. Donc beaucoup sont partis au Cameroun. Des grands banquiers, des grands savants sont partis au Cameroun. Bon, une fois au Cameroun, évidemment, les Camerounais en ont profité pour les escroquer un peu. Bon, mais ça, c'est un peu les conditions d'accueil que nous faisons aux nôtres actuellement. Est-ce que tu comprends? Bon, mais la tendance est au retour. Non pas le retour définitif, mais l'investissement. Donc, beaucoup veulent, surtout les Haïtiens qui vivent à Miami, ils veulent utiliser ce réseau. Si vous regardez sur Internet, ça s'appelle l'Association internationale des afro-descendants d'Amérique et de la Caraïbe. Vous verrez le site Internet. Et ils vous demandent, ils veulent aller dans les pays africains pour développer la France. Et bien le Bénin a signé un document comme quoi le Bénin ne veut pas qu'ils aient des terres au Bénin. Hein, ce document a été signé récemment par le gouvernement. Et que s'ils veulent des terres, eh bien il faudrait alors, au niveau du foncier, maximaliser les coûts. Par contre, celui qui est avec l'ancien ministre de l'Intérieur, Hortefeux, mais il a des terres qui lui ont coûté rien du tout à Porto-Novo. Parce que lui, il a le droit de venir. Hortefeux. Ça s'appelle même la discrimination à l'envers. C'est-à-dire que ton frère vient, il ne peut pas voir la terre, mais tu brades celui qui n'est pas ton frère. Voilà donc comment il a compris la nécessité de prendre des terres et tout ça. Mais le plus grave, je vais terminer sur ça, c'est qu'il y a des dispositions fiscales du gouvernement pour empêcher les entreprises béninoises de prendre les marchés.
notamment dans les PME. Il faut que les PME soient financées par le crédit français. Hein? C'est que c'était, je ne sais pas si vous voyez. Donc le microcrédit, hein? Il faut que ce microcrédit, on puisse donner à Jacques Attali et à ses amis à un prix défiant toute concurrence. Et on privatise parce qu'on empêche les Africains d'avoir des fonds d'investissement et un système d'État. Parce que s'ils avaient ça, les Africains risquent d'investir dans des domaines où ils ont intérêt à investir. Je donne un exemple. Tout le monde sait que lorsque nous produisons du café, lorsque nous produisons du coton, du cacao, du tabac, les devises sont soumises à des fluctuations et des spéculations qu'on appelle en termes économiques la détérioration des termes de l'échange. Parce que ceux qui achètent, c'est eux qui donnent le prix. C'est-à-dire que les pays qui achètent, c'est comme si moi je suis là, je dis bon, moi je vis de ça. Toi tu viens, tu dis, moi je prends ça à 2 €. C'est comme ça les pays africains. Les pays africains n'interviennent pas sur les endroits, les marchés financiers où les prix sont fixés. Donc, si le Ghana vend le cacao, si la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao, on met en concurrence le Ghana et la Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas une délégation de l'Union africaine qui va pour dire que nous, voici notre prix. Donc, 60% des recettes résultant de la vente des monocultures d'exportation revient à ceux qui achètent, qui sont à l'étranger. 60%. 30% revient à l'État. L'État qui pourtant vend. 30%. Sur les 30% qui reviennent à l'État, moins de 3% sont donnés à ceux qui produisent le cacao. Cela pose donc la question de savoir quelle est la rentabilité de ces produits. Mais ces produits-là, tous les États, y compris l'État du Bénin, disent que ce sont ces produits qui vont constituer la balance de leur commerce extérieur. D'accord? Mais en termes économiques, on appelle ça la spécialisation dans les monocultures d'exportation. Mais quand on dit spécialisation, ça veut dire que cela se fait au détriment d'autres produits. Et ces produits, c'est les produits que consomme la population. Ces produits ne sont pas, si tu veux, soutenus par l'État. Et l'État béninois s'est désengagé pour soutenir ces produits. C'est le cas du manioc, du sorgho, du maïs, de tout ça. Et comme ça, c'est ça qui est à la base de l'alimentation de la population. La spécialisation entraîne l'insécurité alimentaire au lieu d'entraîner la sécurité alimentaire. Voilà pourquoi vous avez ce qu'on appelle maintenant l'exportation de denrées extérieures, alors que la population a des terres arables et cultivables pour produire pour sa propre sécurité alimentaire. Et l'État béninois est aujourd'hui, depuis que Lionel Zissou est là, bon, avant, mais plus grave maintenant, on a signé un texte de loi pour dire que priorité aux matières premières stratégiques et priorité aux monocultures d'exportation. Donc le Bénin va produire à 90% des monocultures d'exportation. Ce qui veut dire que le Bénin sera dépendant sur le plan alimentaire d'un certain nombre d'entreprises. Et quelles sont ces entreprises? Des entreprises françaises. On a même signé un contrat avec des grands distributeurs comme Leclerc pour que les produits périmés et les denrées périmées, on les inonde au Bénin en les revendant aux Béninois. Voilà la situation. Est-ce que je peux mentir sur des faits d'une telle gravité? Donc, ce que je veux dire ici, pour que tout le monde comprenne,
l'importance de ce sujet. C'est que, aujourd'hui, les Occidentaux préparent ceux qui vont remplacer les Paul Biya. Les Biya, les Sachou et tout ça. Ils les préparent actuellement. Et la meilleure manière de les imposer, c'est de faire comme s'il y a la démocratie. Alors, je voudrais vous dire quelque chose d'important parce que comme nous sommes dans l'analyse stratégique, il y a des gens qui veulent diriger des associations, des pays même et qui n'ont aucune formation. Comment voulez-vous aussi que les Blancs nous respectent? Les Blancs disent c'est des nègres. Écoute, regarde, moi j'étais là un jour, on avait fait une réunion et après la réunion, les Blancs parlaient entre eux. Mais ils ne savaient pas que j'écoutais. Parce qu'ils s'étaient persuadés que tous les nègres étaient partis. Parce qu'ils ont dit, bon, écoutez, tous ceux qui veulent aller faire des toasts et manger, parce qu'ils ont une table pour les nègres. Quand on finit la réunion, eux, ils se retrouvent entre eux en conclave. D'accord? Et ils signent les documents en notre nom. Et ils disent aux nègres, allez là-bas. Et on met des jolies filles qui sont là, qui vous donnent des toasts. Et tous les noirs attirés par les filles. Et en même temps, le whisky, ils vont là. Et moi, je m'étais un peu attardé dans le couloir. Donc, qu'est-ce que j'ai entendu? J'ai entendu, oh, vous savez, c'est bon à rien. Il suffit de leur donner un peu de matière grasse, des choses grassouillettes. Et puis s'il y a de belles nanas avec des décolletés, ils perdent la tête. Ouais, je me suis dit, mais ils parlent même de qui? Ouais, donc ils parlent même de qui? Après, je suis rentré dans la salle, sans frapper. Et là, les mêmes gens ont dit, ah, monsieur Gomez, bonjour. Vous n'étiez pas parti, vous? J'ai dit non, parce que j'ai oublié quelque chose. Ils ont dit non, mais écoutez, si vous voulez, vous pouvez rester. Hein? Non, j'ai dit, j'ai oublié quelque chose. On dit, mais quoi? Donc ils font semblant de chercher tous avec moi. Mais voilà l'opinion qu'ils avaient. Quelques secondes de parole. Merci beaucoup. L'opinion qu'ils avaient de moi. Ah non, là ça veut dire que je vais manger ça tout à l'heure. Donc là je laisse ça d'abord. Là, Sylvain, tu peux manger avec moi. Bon. Donc, le problème est le suivant. À partir du moment où vous traitez avec des gens qui ne vous considèrent pas comme des interlocuteurs crédibles, vous voyez, tout le reste, c'est ce qu'on appelle la ruse. Hein? C'est de la ruse, ce qu'on appelle les commodités, auxquelles les Noirs sont très sensibles. Par exemple, monsieur le PDG, oh là là, c'est lui qui a le plus grand nombre de diplômes. Donc le rêve de tous les Noirs, c'est que les Noirs disent que c'est lui le meilleur. Alors qu'ils disent bon à rien, tous, dans le même cas. T'as bon à rien. Quand ils sont entre eux, ils disent bon à rien. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que lorsque nous prenons conscience des véritables enjeux, est-ce que lorsque nous voyons qui nous représente dans ce genre de cercle où en fait c'est une guerre de positionnement et d'intérêt, à ce moment-là vous voyez combien le leadership africain est inexistant. C'est ça qui m'a amené à parler de nouveau leadership panafricain. Et donc si Lionel Zinsou est positionné, il n'est pas le seul. Il y a un Sénégalais dont les parents ont vécu en Côte d'Ivoire, qui est le candidat des Français. En 2020, vous allez me dire, mais comment toi tu sais? Est-ce que tu aimes Monsieur Soleil? Non, c'est la manière dont on le positionne. Il s'appelle Tidiane Thiam. C'est lui qui va être le prochain président de la Côte d'Ivoire. Tidiane Thiam, un grand banquier. Bon, les Français avaient dit, il y a un mois, qu'il y a quelqu'un Guinéen qui est très brillant. Il est sorti du secteur privé, des institutions. Il a été nommé aujourd'hui Premier ministre. Mamadi Youli, ou quelque chose comme ça. Alpha Condé l'a nommé. Aujourd'hui, vérifiez. Les Français ont dit qu'il y a un qui est très bon,
en Centrafrique. Et qui s'appelle Anissé Georges Dologuélé. Ils ont dit, il est très bon. Parce que quand les Français disent que noir est bon, c'est qu'il est plus que bon. Vous avez compris? Mais les Français ne sont pas des gens qui manquent d'intelligence. Quand Gbagbo était là, ils savaient qu'avec Gbagbo ou avec Ouattara, leurs entreprises sont gagnantes. Avec Gbagbo ou avec Ouattara. Donc, il n'est pas plus Ouattara que Gbagbo. Hein. Entre nous soit dit. Parce que tous c'est des bons à rien pour eux. Qui n'a pas compris ça? Bien. Si tu dis que tu es Guadeloupéen et que donc toi tu n'es pas concerné par le contrôle au faciès, mais va à la gare du Nord, qu'est-ce qui montre que tu es Guadeloupéen? Tu as ça sur ton front. Les gens disent ici négro. Ils disent pas négro, s'il vous plaît. Allez, contrôle. Tu as compris, non? Qui n'a pas compris ça? Bien. Donc, cela veut dire ceci. Cela veut dire que les Noirs sont dans une compétition qu'on appelle la compétition des moutons de panure. Ouais. Tout le monde va être noyé. Mais le problème, c'est que les Noirs pensent qu'il est le candidat de la France. Et il y en a qui a failli mourir aujourd'hui par cet accident d'hélicoptère, qui n'est pas un accident. Vous verrez la suite plus tard. Ce n'est pas un accident. Si l'hélicoptère s'est écrasé de cette manière, et s'il y a eu une manœuvre d'atterrissage dans l'urgence, c'était un sabotage. Bon, mais l'avenir me dira. Parce que je ne veux pas entrer. Vous comprenez? Voilà. Oui, quand vous voyez les images, c'est... Ah, comment il a pu sortir? On dirait même qu'il est béninois. Non, on a dit, il y a même des gens qui ont dit sur un site internet que c'est parce qu'il était blindé par les vaudous, non? Tu comprends, non? Et ce genre de fantasme, hein, les Blancs appellent ça des nègreries. Voilà. Et ils rient entre eux, encore des nègreries. Quand est-ce qu'on va comprendre? Donc, le problème qui est posé maintenant, c'est qu'il y a des forces qui ont intérêt à ce que Lionel Bissou ne soit pas président. Et ces forces suivent Talon. Quelle est la différence entre Talon et Lionel Bissou? Talon, c'est le meilleur mécène de Sarkozy. Mais il dit qu'il est ami de Sarkozy, ce que Sarkozy n'a pas d'amis. Sarkozy n'a pas d'amis. Le général de Gaulle avait dit au nègre, tu n'es pas mon ami, Bokassa. Pourquoi tu dis papa? Pourquoi tu m'appelles papa? C'est moi qui t'ai mis au monde. Pourquoi tu m'appelles papa? Et Bokassa dit, je m'excuse papa. On dit, fais attention. Bon, donc, est-ce que je vous comprenez? Et le jour, d'ailleurs, il a dit qu'il ne veut plus recevoir les Bokassa, tout ça. Parce que c'est des séances de torture que lui impose Foka. Tous ces nègres bons à rien là. Et même Eyadema, le président du Togo, il a fini de discuter avec Eyadema. Quand Eyadema est sorti, il a dit à Journiac qu'ils ont assassiné, eux-mêmes dans un avion, comme ils ont fait pour l'autre. Il a dit à Journiac ceci. C'était une épreuve pénible de près de 2 heures, où j'avais affaire à quelqu'un qui ne sait même pas parler français. Journiac a dit, il ne sait pas parler français, le président du Togo, il a dit oui. Parce qu'il fait des accords automatiques. Il dit les hommes debout, les femmes debout. Un gars comme ça, comment on peut emmener des gens comme ça? Il dit que les gens m'ont qualifié de chacal. Mais ils oublient que si je suis chacal, c'est parce qu'eux-mêmes sont des chacos. Comme on dit un cheval, des chevaux. Il a cru que c'est comme ça. Tu comprends? Donc, on nous ridiculise dans les sphères du pouvoir. On nous ridiculise. Ça dit notre leadership est un leadership, si tu veux, caricatural. Je suis peut-être dur, excusez-moi, mais c'est la vérité. Et je le tire d'où, mes frères et sœurs? Parce que je vais donner une bibliographie, je le tire de ce livre.
Hollande l'Africain. Hollande l'Africain. Qui est un livre fondamental, fait par un de ceux qu'on appelle journalistes spécialistes de l'Afrique. Qui est en fait, quand on dit comme ça veut dire qu'ils ont deux casquettes. Officiellement, ils sont journalistes. Officieusement, ils sont des honorables correspondants de la DGSE, les services secrets français. C'est le cas de Boisbouvier. Avec un autre que j'ai attaqué, qui s'appelle Antoine Blazer, que j'ai attaqué dans une émission sur Mugabe, parce qu'il s'aventurait, il insultait un président africain. Donc je l'ai bien tapé. Vous verrez sur Internet. Donc, Hollande l'Africain. Si vous prenez la page, voilà, je ne vais pas être très long, mais il y a un truc, page 298 à 313, c'est intitulé « Les petits arrangements entre amis ». Hein? Vous verrez ce que Hollande a comme réseau. Voilà. Vous savez bien que aujourd'hui, quand vous allez dans la présidence de la Côte d'Ivoire, celui qui gère tous les dossiers, qui accepte quels sont les bons dossiers pour la Côte d'Ivoire, s'appelle Philippe Serré Eiffel. C'est un descendant de la tour Eiffel. Non pas de la tour, de celui qui a fait la tour. Il ne faut pas aussi que je dise n'importe quoi. Hein? Philippe Serré Eiffel. C'est lui le vrai ordonnateur de la présidence ivoirienne. Vous avez compris? Si vous prenez les troupes qu'on appelle les rebelles, hein, on en a fait une armée de rebelles, ça c'est jamais vu. Et on a dégradé tous ceux qui avaient une formation militaire républicaine. D'accord? Et celui qui dirige ça, c'est un Français qui s'appelle Claude Réglin. R-E accent aigu, G-L-A-T. Claude Réglin. Donc c'est lui qui dirige l'armée ivoirienne. L'armée de rebelles. Mais il y a un chef d'état-major. Quand le chef d'état-major parle, il lui dit « ferme-la ». Un Français. D'accord? C'est l'enfant de la femme blanche de Ouattara qui dirige le cacao de la Côte d'Ivoire. La filière du cacao, officiellement. C'est lui qui dirige. C'est-à-dire, bon, je ne peux pas entrer dans les détails. La Côte d'Ivoire est un pays qui est un exemple de recolonisation. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui est recolonisé au moment de Cap. Vous avez compris? Et c'est ça qu'on veut faire au Bénin. Voilà. Si on ne s'est pas compris, on s'est maintenant compris. Cela veut dire que l'enjeu stratégique des élections en février 2016 au Bénin, c'est la recolonisation du Bénin. C'est ça l'enjeu. Et le Bénin, c'est un petit pays par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais il ne faut pas confondre l'importance économique du pays avec son importance géostratégique. Le Bénin, sur le plan géostratégique, est très important. C'est un verrou géostratégique. Regardez la position du Bénin. Le Nigeria est là, c'est une grande puissance. C'est la première puissance économique de l'Afrique. D'accord? Il y a le Ghana, qui est à une frontière avec le Togo, il est vrai. Mais nous avons une frontière avec le Niger. Le Niger, c'est là où il y a l'uranium de la France. C'est-à-dire, le dispositif qu'on appelle le dispositif nucléaire français dépend des matières fissiles et de l'uranium du Niger. Et le Bénin est le carrefour en fait. Donc ça veut dire que l'importance géostratégique du Bénin est telle que si le Bénin bascule dans le camp d'un candidat français, c'est le cas de Lionel, à la recolonisation de l'Afrique, nous allons mettre 50 ans pour nous relever. Parce que personne n'imagine, et je n'ai pas le temps, parce que il me reste 10 minutes, personne n'imagine les conséquences sociales. C'est-à-dire ce qu'on appelle la paupérisation. Parce qu'en fait, c'est une privatisation.
systématisée de l'appareil de production. C'est à ça que nous assistons. Ça veut dire que la santé, l'éducation, toutes ces choses qui sont fondamentales et qui font qu'il ne suffit pas d'avoir été dans le Fonds monétaire international pour être bon président. Parce que la santé, l'éducation, tout ça, la population, comment on fait? Eh bien, dans le plan qui a été donné à Lionel Zinsou et qui va être son programme politique, je dis que Lionel Zinsou n'a pas de programme politique. C'est moi, Kovi, qui dit ça. Il a aucun programme. Il n'a même pas de projet de société. Le plan qu'il applique, vous savez c'est quoi? C'est le plan Védrine. C'est dans le rapport Védrine. C'est ça le programme. Comment j'ai su? Parce qu'en lisant le rapport de Védrine, que vous trouverez sur mon site, vous trouverez une extension sur mon site, et les décisions qu'il a prises en quelques mois, c'est qu'il applique le rapport Védrine. Il n'a pas de programme pour le Védrine. Et le rapport Védrine n'est pas d'inspiration néolibérale ou libérale, mais ultra-libérale. Ça veut dire que, toute proportion gardée, c'est comme l'Amérique de Reagan ou la Grande-Bretagne de Thatcher. C'est-à-dire, l'État est dessaisi de toutes les fonctions régaliennes au profit exclusif des multinationales et des entreprises étrangères. Le problème que je pose maintenant, c'est le suivant. Est-ce qu'il y a une place pour des entreprises béninoises? C'est-à-dire pour les entrepreneurs béninois. Parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'on prétend qu'il y a un patronat au Bénin. Puisque le patronat a fait une déclaration qui dit que Zinsou, ça dit, au-dessus de Zinsou, il n'y a que le soleil. Tellement Zinsou est bon. C'est pour ça que j'ai dit c'est un phénomène. Donc, Zinsou dit ceci. Les entreprises étrangères vont sous-traiter aux nègres des petites missions économiques. Nous avons une fierté, regardez tout sur Internet, on appelle ça le projet Songhai. C'est une ferme qui a été créée par un universitaire béninois qui était parti faire de la théologie aux États-Unis et qui est revenu agronome. Donc, ce projet-là, toute l'Afrique veut faire parce que nous appelons ça une entreprise solidaire panafricaine. C'est une ferme. Regardez sur Internet, personne n'a jamais fait mieux. Eh bien, Zinsou propose que cette ferme-là, on la privatise. Mais on privatise, ça dit toutes les populations qui sont autour, qui vivent de ça. Mais vous faire comment? Les prix vont monter, la volaille et tout ça. Et c'est un enjeu de la campagne. Mais il n'y a personne au Bénin pour s'opposer à l'irrésistible ascension de Zinsou. Vous comprenez? Ce que je dis, c'est est-ce que c'est du pessimisme ou du réalisme? Zinsou sera président. Vous voyez tout ce que je viens de dire là? Je dis qu'il sera président. Pourquoi il sera président? Parce que l'élection présidentielle, c'est une affaire de gros sous. Voilà. Les deux seuls qui ont la capacité de mettre de l'argent, c'est lui et Talon. Talon, il est sarkozyste, pur jus. Il dit que dans la primaire, la France a besoin d'un homme fort et que ça ne peut être que Sarko. Donc lui, il va donner de l'argent à Sarko. D'accord? L'autre, il est pour la reconduction de Hollande. Je parle de Lionel Zinsou. Non, je dis, moi, que Lionel Zinsou va bénéficier du parapluie de l'État socialiste français. Moi, je dis comme ça. Vous allez me dire si c'est vrai. Donc, Lionel Zinsou aura au premier tour plus de 55%. Pourquoi? Et là, j'en viens maintenant à la manière dont la carte politique béninoise est dessinée depuis l'indépendance. Vous voyez, je n'ai pas le temps, malheureusement. Mais on peut toujours échanger en dehors de... il y a 5 régions qui sont des bastions électoraux. Il y a
l'Atakora, l'ancien fief de l'ancien président Kérékou, baptisé à titre posthume le père de la démocratie. Nous y reviendrons. Et ce fief est aujourd'hui à la disposition de Lionel Zissou, bien que Lionel Zissou soit soi-disant originaire de Ouida. Parce que son père est originaire de Ouida et a des liens de parenté avec l'éphémère président Émile Derlin Zissou, qui a joué un rôle très important au niveau de l'administration coloniale française avant de créer lui-même un regroupement qu'on appelait le PRA, le Parti du Regroupement Africain, qui lui s'opposait dans le jeu politique de l'AOF à ce qu'on appelait à l'époque le Rassemblement démocratique africain, le RDA. Donc le PRA, c'était un parti qui se disait fédéraliste, qui voulait le maintien de l'AOF. Et le RDA a évolué dans le sillage d'Houphouët-Boigny à la faveur de ce qu'on appelle la loi 4 de 1956, vers l'éclatement des territoires, ce qu'on a appelé la balkanisation d'Afrique. Donc c'est au congrès de Cotonou que le PRA a pris la décision qu'ils ne veulent pas qu'on démantèle l'AOF. Mais c'est comme ça que Senghor a perdu par rapport à Houphouët. Parce que les intérêts stratégiques de la France, c'était de faire la balkanisation de l'Afrique. Ce qui fut fait par une loi qui était anticonstitutionnelle. C'est pour ça qu'on l'appelle loi 4. Parce que la continuité territoriale est prévue dans la Constitution française. Et la Constitution française a été rédigée par Michel Debré, le père de l'actuel président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré. Donc, c'était en 1958. Donc, mais 2 ans avant, ils ont décidé qu'ils ont éclaté les territoires africains. Et tout en éclatant les territoires africains, ils ont décidé que chaque territoire va signer des accords avec la France et qu'il n'est pas question d'avoir une indépendance économique, il n'est pas question d'avoir une véritable indépendance, mais d'avoir l'indépendance dans l'interdépendance. D'où la célèbre formule très cynique de De Gaulle qui a dit que nous avons transformé la colonisation en coopération. Ok? Bien. Donc, ce que je veux dire ici, pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est que Lionel Zissou va faire du Bénin une PME territoriale, hein, un enclos néocolonial géré depuis Paris par la finance française. Voilà ce que Lionel Zissou va faire. Et il n'y a personne qui peut l'empêcher au Bénin. Le seul qui peut l'empêcher, c'est Talon. Et Talon, lui, il a dit ceci. Lui, il ne va jamais dire qu'il travaille pour les entreprises françaises. Parce que ça ne se dit pas. C'est une grave bêtise stratégique. Parce que dans le peuple béninois, il y a cette fronde toujours qui remonte à Béanzin, à Bioguera, où on n'a jamais accepté l'humiliation de la France. La preuve, lorsque le président de la République française, Sadi Carnot, avait envoyé une lettre en demandant à Béanzin de renoncer à cette visée territoriale sur le royaume de Porto Novo, qui était dirigé par Tofa. Dans la lettre, Sadi Carnot a dit que la France va envoyer des troupes pour mater Béanzin. Réponse de Béanzin. Je suis un roi, initié et intronisé par mon peuple depuis des coutumes millénaires. Et toi, tu es le représentant de ceux qui ont coupé la tête du roi de France. Donc c'est un régicide, que tu es un régicidaire. Toi, tu tues des rois. Votre sang, le sang de votre roi, que vous avez tué sur la place que vous appelez la place de la Concorde. Comment là où on a égorgé quelqu'un peut appeler ça Concorde? Tu as compris? Et ils sont venus, ils ont volé l'obélisque des Égyptiens, qui étaient des nègres. Et ils ont mis ça sur l'endroit où ils ont coupé la tête d'en bas. Ce qui est un grave sacrilège. Ils ont volé plusieurs obélisques aux Égyptiens et ils les ont placés à des endroits stratégiques. Il y a un obélisque qui a été placé aux États-Unis, à l'endroit où les Francs-maçons ont scellé la déclaration d'indépendance américaine. Et qui est devenu le Pentagone.
Il y a un obélisque qui a été volé à l'Égypte et qui a été mis à la City, la bourse de Londres. Il y a un obélisque qui a été volé à l'Égypte et qui a été mis au Vatican, à l'endroit où il y a l'Opus Dei. Et l'autre obélisque a été volé et a été emmené ici, là où on a tué un roi. Or, les gens dont on parle, c'était nos ancêtres, directs, biologiquement parlant. C'était nos ancêtres. Par exemple, celui-là, j'ai parlé de lui sur Africa numéro 1. Eh bien lui, c'est le plus grand mathématicien, c'est le premier mathématicien de l'histoire. Les égyptologues l'appellent Hermès, mais il s'appelle Yamoussou, Amoussou. C'est comme ça qu'il s'appelle. Il s'appelle Amoussou, il ne s'appelle pas Hermès. Déjà, tu as vu un nègre s'appeler Hermès depuis quand? Hein? Depuis quand? Il y a même un, ils disent que c'est un roi qui s'appelle Khéops. Ouais, ça n'a jamais existé. S'il sortait de sa tombe, il entend qu'on l'appelle Khéops, il s'évanouit. Il s'appelait Houfou. 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 C'est ça qui a donné Kofi. Houfou. Personne ne s'appelle Khéops. C'est des faux noms qu'on donne pour tromper les blancs. N'est-ce pas? Il y a un qu'on appelle Mykérinos. Comment il peut s'appeler Mykérinos? C'est un grec. Non. C'est un grec. Il s'appelait Menkaoré. Il y a un qu'on appelle Séancré. Ça veut dire quoi, Séancré? Ça existe pas. C'est Sangaré. Donc tout ça là, c'était des nègres, absolument. Donc, ce que je veux dire ici, pour que tout le monde soit conscient de ça, c'est que pour nous, ce qu'on appelle les anciens du royaume du Daoulé, les anciens du royaume de Djougou, tout ça, ce n'était pas nos ancêtres. Nos ancêtres, c'est ceux qui étaient là et qui sont venus dans cette région depuis la vallée du Nil. Et ce sont eux qui ont civilisé l'humanité, qui ont civilisé les ancêtres des Blancs. Voilà. Tous ceux qu'on appelle les savants occidentaux, c'était des élèves de ces gens-là. On n'enseigne jamais ça au Bénin. Que prévoit le Premier ministre Zissou? Le Premier ministre Zissou prévoit une indexation des enseignements sur les grandes universités françaises. C'est-à-dire ce qui va être enseigné au Bénin, c'est ce qui est enseigné à l'université Cergy-Pontoise. Même programme. Non pas gauloise. Les Gaulois ne sont même plus les ancêtres maintenant. Parce que on n'a même pas vu un seul royaume gaulois. Est-ce que toi tu as déjà vu un royaume gaulois? Tu connais un royaume gaulois toi? Est-ce que tu as déjà vu même une école créée par des Gaulois? On parle des druides. Hein? Donc ça parle des écoles. Alors, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire que la véritable histoire des Noirs, du peuple béninois, ne sera jamais enseignée au Bénin. C'est même ça qui est le plus grave. Parce que nous, notre travail est centré sur trois choses. Voici les trois leviers de notre travail. La science, l'éducation et la culture. Parce que nous sommes persuadés que le meilleur investissement pour avoir un nouveau leadership africain qui soit compatible avec les intérêts du peuple africain, c'est l'éducation. Voilà la raison pour laquelle moi-même je suis interdit d'enseignement au Bénin. Quand j'avais demandé à l'époque à intégrer l'UNB, et j'étais prêt à ne pas avoir d'argent, j'étais même prêt à aller au campus à vélo. Bon, maintenant je refuse d'aller à vélo, il faut me donner une belle voiture. Parce que ça fait quand même, j'ai 53 ans maintenant. C'est pas maintenant que je vais commencer à chevaucher les selles de vélo. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bon. Donc, ce que moi je dis, ce que je propose, c'est ceci. C'est que le combat qui va changer la donne. Parce que les Français, pendant au moins les 2 décennies qui vont venir, vont choisir les dirigeants du Bénin. Parce qu'il n'y a pas d'alternance visible. Il n'y a pas d'alternative crédible. Donc je propose que les porteurs de projets que nous sommes soient également les créateurs d'alternatives. Si vous comprenez bien ce que je veux dire. Cette alternative ne peut consister
qu'en deux choses. La formation de cadres panafricains